Au moment où j'ai apposé ma signature en bas de la page, je n'ai rien ressenti. Ni chagrin, ni peur, ni ce vide que tout le monde s'attendait à voir sur mon visage. J'ai simplement senti la plume glisser sur le papier comme elle l'avait fait sur un millier de grands livres dans une autre vie, précise et sereine, tandis que mon mari, assis à 60 centimètres de moi, essayait de ne pas afficher ce sourire d'homme qui vient de remporter une partie de poker qu'il ne méritait pas. Il pensait m'avoir tout pris. Il ne se doutait pas qu'il venait de me remettre quelque chose qu'il ne pourrait jamais reprendre. La salle d'audience sentait le vieux papier et le café bon marché, cette odeur tenace qui s'accroche au bâtiment où les gens viennent mettre un terme à leur histoire. J'étais assise à la grande table, vêtue d'un blazer bleu marine que j'avais acheté pour des entretiens d'embauche que je n'ai jamais passé les mains jointes sur mes genoux, comme ma mère me l'avait appris. En face, Benjamin Foster siégeait avec l'assurance d'un homme qui célèbre déjà sa victoire. Il portait son costume de marque, celui qu'il avait fait ajuster chez le tailleur du quartier chic, et il jetait des coups d'œil incessants à son téléphone sous la table, envoyant sans doute des messages à Diane, sa maîtresse, pour lui dire que c'était presque fini. Il récupérait la maison. Celle avec la véranda que j'avais décorée avec tant de soin, à une époque où choisir des tissus me semblait être la construction d'une vie, plutôt que l'ornement d'un trône qui ne m'appartenait plus. Il récupérait l'entreprise, Foster Construction, l'affaire que j'avais maintenue à flot à travers 2 crises économiques avec des tableurs qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. Il récupérait la résidence secondaire au bord du lac, le portefeuille d'investissement, les voitures, chaque compte bancaire lié après 22 ans de mariage. De mon côté, je récupérais les enfants, la garde exclusive d'Ethan et Emma, 17 ans, à 6 mois de leur départ pour l'université, à 6 mois de n'avoir plus besoin de garde exclusive pour quoi que ce soit. Mon avocate, Olivia, s'est penchée vers moi une dernière fois avant que la juge ne nous rappelle à l'ordre. Elle s'opposait à ma stratégie depuis 3 semaines. Nathalie, a-t-elle murmuré, sa plume tremblant au-dessus de son bloc-notes, comme si elle croyait encore pouvoir m'arrêter. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je l'ai regardée et j'étais sincère quand j'ai répondu, c'est exactement pour ça que je le fais. Elle ne comprenait pas. Pas encore. Personne dans cette pièce ne comprenait, sauf peut-être l'homme qui avait rédigé un document 17 ans auparavant et qui ne m'avait jamais dit qu'il serait aussi déterminant. La juge Ramirez, une femme d'une 50aine d'années, a jeté un œil par-dessus ses lunettes, avec le regard neutre de quelqu'un qui a vu cette scène 1000 fois. Madame Foster, a-t-elle dit, je dois confirmer que vous comprenez ce à quoi vous renoncez. Vous abandonnez vos droits sur la quasi-totalité des actifs matrimoniaux, y compris la résidence principale, l'entreprise et les comptes d'investissement. Est-ce bien exact? Oui, madame la juge. Vous avez bénéficié d'un conseil juridique adéquat? Vous avez eu le temps de réfléchir? Oui. Et cette décision est prise librement, sans aucune contrainte? Absolument. Benjamin s'est agité sur sa chaise, et je l'ai vu, le petit tressaillement au coin de sa bouche. Il pensait avoir gagné la guerre sans avoir à combattre, que sa femme de 22 ans avait simplement perdu sa volonté, comme une carafe d'eau se vide par une fissure. Sa mère, Diane, assise derrière lui dans la galerie avec son collier de perles, m'a adressé un sourire. Le même sourire qu'elle affichait depuis 2 décennies, celui qui disait qu'elle avait toujours su que je n'étais pas assez bien pour son fils. Benjamin a signé vite. Trop vite. Comme on signe ce qu'on a déjà dépensé dans sa tête. J'ai regardé sa plume bouger et j'ai repensé à notre premier appartement, 30 mètres carrés au-dessus d'une laverie, et à la façon dont il s'endormait la tête sur mon ventre pendant que je faisais la comptabilité pour le vieux camion de son père à la lueur d'une lampe. J'ai pensé à la distance qu'une personne peut parcourir par rapport à ce qu'elle était, et au peu de fois où elle s'en aperçoit, à moins que quelqu'un ne lui tende un miroir. La juge a hoché la tête, satisfaite, et a saisi le dossier suivant, celui que j'avais fait préparer par Olivia. Elle l'a ouvert lentement, a lu la première page, puis l'a relu. Benjamin n'a rien remarqué au début, déjà occupé à pianoter sur son téléphone. C'est Diane qui a vu le changement dans l'expression de la juge, le petit pli qui se formait entre ses sourcils. J'ai vu le sourire de Diane vaciller pour la première fois en 17 ans. La juge a levé les yeux, non pas vers moi, mais vers Benjamin. Monsieur Foster, a-t-elle dit lentement.
Avez-vous connaissance d'un document déposé auprès de ce tribunal sous le nom de Trust Familial Whitfield? Le sourire de Benjamin s'est éteint comme une ampoule grillée. Quoi, a-t-il dit? Je suis resté immobile, les mains jointes, et j'ai senti une sérénité m'envahir. Pas un triomphe, non. Quelque chose de plus calme. Quelque chose qui ressemble à la paix. Pour comprendre pourquoi j'ai tout abandonné, pourquoi je l'ai laissé croire à sa victoire, il faut remonter 3 ans en arrière. À une lettre d'une banque que je n'étais jamais censé voir, et à une promesse que mon grand-père m'avait faite, bien avant que je ne comprenne ce qu'elle me coûterait et ce qu'elle pourrait sauver. Les gens demandent toujours comment un mariage arrive à sa fin, comme s'il y avait un moment précis, une porte qui claque. Ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'un long couloir de petites portes qui se ferment l'une après l'autre, si doucement qu'on ne le remarque pas jusqu'à ce qu'on se retourne et qu'on réalise qu'on est dans le noir. J'avais 24 ans quand j'ai rencontré Benjamin. Je venais de finir mon expertise comptable et je travaillais 60 heures par semaine. Il avait 26 ans, conduisait un pick-up déglingué et faisait tourner sa petite entreprise de construction, Foster BTP. Il avait de la poussière sur ses bottes et une façon de vous regarder comme si vous étiez la seule personne au monde. Je suis tombée amoureuse de ce regard avant toute chose. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard, et en moins d'1 an, je faisais sa comptabilité après mes propres journées de travail. J'ai mis en place son système de facturation, j'ai négocié ses crédits bancaires en préparant des dossiers financiers que lui-même ne savait pas présenter. J'étais celle qui comprenait les flux de trésorerie, pendant que lui comprenait le béton, les structures et la gestion des sous-traitants, ce qui était essentiel, je ne l'ai jamais nié. Mais une entreprise ne survit pas seulement grâce aux fondations, elle survit grâce à la personne qui gère les salaires quand un client a 60 jours de retard de paiement, celle qui dit non à l'achat d'un camion inutile. Cette personne, c'était moi. Pendant près de 10 ans, non payée, non répertoriée, inexistante sur le papier. Puis les jumeaux sont arrivés. Je me souviens de Benjamin dans l'encadrement de la porte de l'hôpital, déjà au téléphone avec un fournisseur, alors que je tenais Ethan et Emma dans mes bras. Je ne lui en ai pas voulu sur le moment. Je me suis dit que c'était sa nature. Petit à petit, j'ai arrêté de mettre les pieds au bureau. L'entreprise a grandi sans moi. Benjamin a embauché une comptable, une certaine Karen, qui le qualifiait de « visionnaire » dans des emails que j'apercevais parfois. Il a commencé à faire la couverture des journaux économiques régionaux. Je lisais ses articles en préparant le dîner, avec des taches de purée sur mes manches, et nulle part mon nom n'était mentionné. La distance s'est installée par couches successives. Il a commencé à rentrer plus tard, à prendre des décisions financières sans m'en parler. Il a ouvert des comptes dont j'ignorais l'existence. Diane, sa mère, ne m'a pas aidé, parlant de la réussite de Benjamin comme s'il l'avait bâti seul, d'un coup de baguette magique, me regardant comme si j'étais la femme de ménage qui s'était égarée près du service en porcelaine. Je n'ai jamais corrigé personne. Je restais silencieuse, croyant que la dignité consistait à ne pas faire de scène, alors que la scène se construisait autour de moi, brique par brique. Jusqu'à ce mardi d'automne, il y a 3 ans. En triant le courrier, je suis tombée sur une enveloppe d'une banque privée, adressée à Benjamin, marquée « Personnel et confidentiel ». Je l'ai ouverte. Ce n'était pas une banque, mais une firme de gestion de patrimoine à Boston, confirmant une restructuration d'actifs déjà effectuée. Benjamin avait déplacé des sommes considérables vers des sociétés écrans, des structures créées purement pour séparer les actifs du mariage, bien avant qu'un divorce ne soit évoqué. Je n'ai pas fait face tout de suite. J'ai appelé une ancienne collègue, Priya, experte en audit légal, et j'ai posé des questions hypothétiques. S'il déplace des actifs, m'a-t-elle dit, c'est qu'il se protège, soit d'un procès, soit de toi. J'ai compris. Au fil des semaines, j'ai suivi les chiffres. Il avait commencé cette manœuvre 18 mois plus tôt, peu après que Diane a commencé à le présenter en société comme un « homme bientôt libre ». Il entretenait une liaison avec une certaine Kristen, de son équipe de vente. J'ai souffert en silence, refusant que ma partie, épouse, ne détruise ma partie, experte comptable. J'ai alors repensé à mon grand-père, Walter, un avocat à la retraite. À son décès, il m'avait légué un trust irrévocable, modeste à l'époque.
Je m'en souvenais à peine. J'ai retrouvé les documents dans une boîte ignifugée au grenier. 41 pages denses. J'ai consulté Olivia Hart, une avocate spécialisée en droit des successions, réputée inébranlable. Elle a lu le document pendant 2 heures dans son bureau, puis m'a regardé. « Nathalie, vous comprenez ce que votre grand-père a construit pour vous ?» Il s'avérait que le trust avait fructifié de manière spectaculaire, et surtout, qu'il était structuré pour s'activer en me distribuant la totalité de ses avoirs si je perdais mon intérêt majoritaire dans les biens matrimoniaux. C'était une sécurité, prévue pour le jour où je me retrouverais sans rien. Benjamin avait passé 18 mois à m'organiser une sortie sans un sou. Il ne se doutait pas que partir sans rien ferait de moi une femme immensément plus riche que tout ce qu'il pouvait imaginer. Olivia n'aimait pas mon plan. « Vous pourriez vous battre pour la moitié de tout », m'a-t-elle dit. « Vous pourriez obtenir des millions. » Je ne voulais pas de son argent, à lui. Je voulais quelque chose qu'il ne pourrait pas calculer, une perte totale qu'il ne verrait pas venir. Si je me battais pour la moitié, je resterais lié à lui par des années de procédure. En laissant le trust s'activer comme mon grand-père l'avait prévu, je serais libre de lui, totalement, et plus riche que l'entreprise dont il était si fier. Je sais que ça a l'air de la folie, ai-je dit à Olivia, mais vous devez me faire confiance. Il lui a fallu 3 réunions pour accepter. Elle a gardé la notification du trust scellé, prête à être présentée uniquement une fois que la signature de Benjamin serait sèche sur l'accord de divorce. Chez nous, je n'ai rien dit à personne. Benjamin était plus heureux que jamais, prévoyant déjà une extension de la résidence du lac avec sa nouvelle compagne. Le jour de l'audience, dans la salle d'audience, il s'est présenté comme un homme qui va à une fête en son honneur. Quand la juge Ramirez a ouvert le dossier scellé, elle a changé de posture. « Monsieur Foster, a-t-elle dit, avez-vous connaissance du trust familial Whitfield ?» Le visage de Benjamin s'est décomposé. Il a regardé son avocat, Cole Bennett, qui feuilletait les documents avec une panique croissante. Olivia s'est levée. « Madame la juge, ce trust a été établi par le grand-père de ma cliente il y a 17 ans. C'est un instrument irrévocable, totalement indépendant des biens matrimoniaux. Les actifs sont exclus de la masse partageable. » Cole Bennett essayait d'intervenir. « Votre honneur, si ce trust est activé par les termes de l'accord, nous avons besoin de temps pour examiner. » L'activation est automatique dès l'instant où Madame Foster renonce à ses intérêts dans les biens matrimoniaux, a rétorqué Olivia, ce qu'elle vient de faire librement il y a quelques minutes. Il n'y a rien à réexaminer. C'est un instrument privé. Je suis restée parfaitement immobile. Je n'avais pas besoin de regarder Benjamin pour sentir son regard brûlant. La juge a tourné ses yeux vers lui. « Monsieur Foster, saviez-vous que ce trust existait ?» ?»« Non, » a-t-il bégayé. « Je n'en avais aucune idée. » »« Quelqu'un vous a-t-il dissimulé cette information ?» Olivia a répondu « Non. » Ce trust n'a jamais fait partie des actifs divulgués, car ce n'est pas un actif matrimonial. Monsieur Foster n'avait aucune obligation de s'informer sur les biens séparés de son épouse. Et Madame Foster n'avait aucune obligation de divulguer des actifs hors du champ de la procédure. La juge a conclu. « Monsieur Foster, je comprends que ce soit une surprise, mais une surprise n'est pas une tromperie. Vous avez signé cet accord en toute connaissance de cause sur ce que vous receviez. » J'ai vu quelque chose s'effondrer derrière les yeux de Benjamin. Il avait compris qu'il venait de tout perdre alors qu'il croyait tout gagner. Il s'est levé brutalement. « Ce n'est pas juste. Elle me l'a caché. » « Monsieur Foster, je vous conseille de vous rasseoir et de consulter votre avocat, » a dit la juge d'une voix glaciale. Il s'est tourné vers moi, la composure totalement perdue. « Tu savais. Tu savais tout, et tu m'as laissé croire que je gagnais. » Je l'ai regardé, l'homme avec qui j'avais construit une vie, le garçon aux bottes poussiéreuses qui dormait sur mon ventre, et j'ai dit d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Je ne t'ai jamais menti, Benjamin. Tu voulais tout. Je t'ai donné tout ce que tu demandais. » Ces tentatives d'appel ont échoué. Chaque signature avait été notariée, chaque procédure respectée. Il avait été victime de son propre égoïsme, ignorant les bonnes questions à poser à une femme qu'il avait cessé de voir comme son égale. 8 mois plus tard, Benjamin garde tout ce pourquoi il s'est battu, la maison, l'entreprise, le lac.
Mais sans ma gestion discrète, son entreprise commence à vaciller. Kristen est partie dès qu'elle a compris qu'il n'y aurait pas de fortune à la clé. Je n'ai jamais cherché à récupérer quoi que ce soit. Il y a une liberté particulière à abandonner des murs, car je ne me battais pas pour des murs. Je me battais pour ma vie. Et, pour la première fois, elle m'appartient.